c'est Allons-y Franco dans 64 minutes, l'actualité vue par les médias francophones. Qui de Donald Trump ou de Vladimir Poutine est le plus inquiétant, le plus dangereux pour l'Ukraine, l'Europe, pour le monde? On en débat donc dans Allons-y Franco. C'est votre rendez-vous du vendredi, je le disais, avec nous ce soir Frédéric Arnoux, bonsoir. Bonsoir. Correspondant de Radio-Canada à Paris et auteur de ce livre, C'est aussi ça l'Amérique, portrait d'un pays polarisé, paru aux éditions Québec-Amérique, puisque vous avez aussi été correspondant à Washington pour Radio-Canada. Bonsoir Marie-Gégaud. Bonsoir Estelle. Vous avez été correspondante en Russie pour le journal Le Monde et vous êtes toujours journaliste pour Le Monde. Et enfin André Crétan, bonsoir. Bonsoir. Journaliste suisse, ancien directeur de l'information de TV5 Monde, auteur de cette newsletter Un monde nouveau. Alors c'est vrai que la question peut sembler provocante, qui est le plus dangereux, Donald Trump, Vladimir Poutine, mais au vu de leurs dernières déclarations, eh bien c'est difficile de trancher. Écoutez. Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe. Je l'ai répété 100 fois. Mais si l'Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts dès maintenant. Cela ne fait aucun doute. Écoutez, l'Europe doit faire très attention. Elle fait beaucoup de choses. Nous voulons que l'Europe reste l'Europe. L'Europe prend certaines mauvaises directions. C'est très mauvais pour les gens. Nous ne voulons pas que l'Europe change autant. Elle prend certaines mauvaises directions. Donc voilà, au moins tous les deux sont assez plutôt menaçants envers l'Europe notamment. Frédéric Arnoux, justement Donald Trump, il s'exprimait alors qu'il présentait la nouvelle stratégie de sécurité de son pays et il s'est montré mais vraiment très sévère avec l'Union européenne. C'est pas la première fois, hein. Il cumule depuis son deuxième mandat, mais là on voit bien qu'il veut une certaine ligne pour l'Europe. Oui, et en fait, c'est vrai que c'est pas la première fois. Lui, en fait, il a toujours dit que l'Union européenne avait été conçue, en fait, pour devenir vraiment des adversaires et détruire les États-Unis. Donc, c'est un message qui revient tout le temps. Mais là, il utilise ce message, dans le fond, pour essayer de créer un peu la bisbille, ce qu'essaie de faire aussi Vladimir Poutine jusqu'à un certain point. Parce que c'est mieux de diviser pour essayer de rester en maître. Et on a l'impression là-dessus que Donald Trump suit un peu cette espèce de message qui revient, qui est assez récurrent de la part de Vladimir Poutine. Alors, c'est inquiétant quand même, parce que il y a des liens qui sont quand même assez forts depuis des décennies entre les États-Unis et l'Union européenne. Et là, maintenant, encore une fois, il vient essayer de remettre tout à plat. Encore une fois, c'est un homme qui est très transactionnel. Hein. Lui, les émotions, l'histoire, ça n'est pas très important pour lui. C'est vraiment qu'est-ce que je peux tirer de ça, dans le fond. C'est ça qui est inquiétant. Et il voit un peu, justement, ce fameux dossier de l'Ukraine comme une espèce de grande transaction immobilière pour l'espèce de magnat immobilier qu'il était avant. Donc, c'est pas très rassurant non plus, et pour l'Union européenne, évidemment, et pour l'Ukraine. Il n'y a pas un côté aussi idéologue, dans le sens où il dénonce l'immigration, il dénonce la perte des valeurs en Europe, il dit même qu'il va soutenir les partis, et pas n'importe lesquels, hein, ça on va y revenir. C'est pas comme ça que vous le voyez, André ? Si. Je pense que la grande différence avec les stratégies précédentes, c'est qu'on parle d'une stratégie de sécurité nationale, mais en réalité, on parle très peu des ennemis des États-Unis. C'est-à-dire que la Chine et la Russie sont à peine mentionnés, et on parle de stabiliser, en fait, la situation avec ces pays. En ce qui concerne l'Europe, c'est différent. Il s'agit de corriger d'une certaine manière l'Europe, c'est-à-dire qu'il considère que l'Europe est malade. Elle est malade parce qu'il y a un point de vue idéologique. En fait, c'est Trump. C'est la suite du discours de Munich. C'est en fait l'idéologie MAGA, c'est l'idéologie qui a été déjà défendue par J.D. Vance et Trump, c'est-à-dire cette Europe, cet espace de liberté qui a une autre conception de la liberté, qui a une conception aussi du respect, de la différence, qui a un respect des opinions politiques, tout ce que, en fait, Trump combat dans son propre pays. C'est assez extraordinaire. D'une certaine manière, il projette sur l'Europe les angoisses qu'il a lui-même sur le développement de la société américaine. Et de ce point de vue-là, on pourrait presque faire un rapprochement avec Poutine, parce que Poutine, de la même manière, il considère que l'Europe est décadente. Oui, effectivement, Marie, vous connaissez bien la Russie, c'est le même narratif. Oui, c'est d'ailleurs étonnant à quel point Donald Trump semble avoir soufflé, enfin Vladimir Poutine plutôt semble souffler à l'oreille de Donald Trump, et à quel point les deux sont en phase. Et Donald Trump, je pense, est admiratif de Vladimir Poutine. Il voudrait être comme lui, il voudrait pouvoir se permettre ce que Vladimir Poutine se permet. D'ailleurs, quand pouvoir Vladimir vertical. Poutine, voilà, et puis la force. Quand Vladimir Poutine envahit l'Ukraine le 24 février 2022, quelques jours après, Trump, il n'est pas encore élu, il n'a été que président une fois, dit c'est très futé de sa part.
Donc il admire cette force. Et au fond, c'est ça qui est inquiétant pour nous, l'Europe, c'est qu'on se retrouve tout à coup pris entre deux grands carnassiers qui, en effet, n'ont qu'une obsession, c'est l'argent, des deals, etc. Sinon que, je dirais, alors les deux dangereux, oui, mais je dirais que Poutine est peut-être plus dangereux pour nous, parce qu'il est en Europe. La Russie, c'est quand même une partie de la Russie, c'est en Europe. Et par ailleurs, je pense que Poutine, vous voyez, la grande différence, c'est que Donald Trump ne connaît pas, il ne sait pas où il met les pieds quand il va en Russie. Alors que Poutine, lui, il a parfaitement étudié son interlocuteur, et d'ailleurs, il le berne. C'est pour ça qu'il le mène en bateau. Oui, alors justement, est-ce qu'il le berne? Parce qu'on peut se poser la question, Frédéric Arnoux. Alors, on parlait des valeurs qu'il partage, ce côté mal alpha, position viriliste. Il y a eu cette déclaration de Vladimir Poutine quand il y a eu la tentative d'attentat contre Donald Trump. Il a eu l'air de vraiment, il a dit, vraiment, il a été impressionnant, il m'a impressionné, il était là, il disait, vraiment, on se souvient vraiment de cette admiration mutuelle. C'est le miroir l'un de l'autre. Enfin, comment vous voyez ça? Mais je pense malheureusement, Donald Trump a une certaine admiration pour les gens qui sont loin d'être démocrates. Je veux dire, cette fascination qu'il a pour la Corée du Nord, pour la Chine. Encore cette semaine, il disait, vous savez, en Chine, quand Xi Jinping parle, il parle d'une seule voix. Chez nous, c'est différent. Donc ça l'embête, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que, dans le fond, ce serait beaucoup plus simple si on était une dictature. Donc, il le dit à demi-mot. Donc c'est une fascination assez malsaine. Et c'est vrai que à certains moments, on pensait que peut-être Donald Trump soufflait un peu le chaud et le froid sur l'Europe et l'Ukraine, mais en fait non, il gardait toujours cette ligne dure, quasiment pro-russe, parce que dans le fond, chaque fois qu'il y avait des entretiens entre lui et Poutine, mais dans le fond, on avait l'impression que Poutine le ramenait un petit peu. Non, moi je ne bouge pas, c'est ça et rien d'autre. Et donc on a l'impression qu'effectivement c'est un peu cette image de la marionnette de Poutine. Et vous savez, il y a toute cette théorie de c'est l'homme de Moscou, il avait été recruté soi-disant par le KGB, que ce soit vrai ou pas. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il ne fait rien pour dissiper cette impression ou cette perception. Certains disent que Donald Trump, de toute façon, il fait que ce qu'il veut. Oui. Et donc, certains remettent sont assez sceptiques sur le fait que ça soit un homme de Moscou, un homme du Kremlin. Est-ce qu'on peut y croire, ça? Oui, bien sûr, on peut absolument y croire dans la mesure où les liens de Donald Trump avec l'URSS, je parle, c'est-à-dire ça date de 87. Il commence à aller là-bas, etc. Il est leur homme, c'est-à-dire que je ne sais pas si on ne peut pas dire qu'il soit acheté, un agent, un traître, je ne sais quoi. Mais certainement, il a été cultivé par les services russes et il a fait beaucoup d'affaires, y compris à New York, à Brighton Beach, avec des mafieux russes. Il les connaît bien. C'est un langage qui parle lui aussi. Il y a aussi ce côté-là chez les deux, de deux voyous, parce que Poutine, c'est exactement la même chose. C'est quand même, il ne faut pas négliger le fait que ces deux-là, il y a une grande vénalité. Ils veulent de l'argent. Ils veulent de l'argent. Et Poutine il veut aussi restaurer un Poutine, c'est différent, oui, parce qu'il a tout cet habillage idéologique, etc. Par exemple, quand il a reçu là récemment à Moscou Steve Witkoff, l'émissaire de Trump, et le beau-fils Jared Kushner, eh bien, il commence à leur parler de la bataille de Poltava. Une victoire russe en 1709 sur les Suédois. Vous imaginez, à chaque fois, il fait des cours d'histoire. Il a la prétention de... Néanmoins, je dirais que Poutine, vous savez, il vient du KGB. Il ne faut jamais négliger ça. Trump, lui, c'est un représentant de commerce. C'est un type qui fait des casinos, des tours, voilà. Mais voilà, rhabillé pour l'hiver, là. Poutine, c'est pas pareil. Poutine, il a une formation. Donc, il a une formation au KGB. On avait une formation psychologique. C'est-à-dire, comment... Et son truc, c'est ça. Et il ne le fait pas qu'avec Trump. Il l'a pratiqué, il le pratique. C'est faire croire à son interlocuteur que vous pensez comme lui. Voilà. Donc il est flou. Par exemple, sur le plan de paix, il dit ça pourrait servir de base. Ça pourrait servir de base à un document. Ou par exemple, il dit oui, mais il y a les causes profondes. Quand on parle du conflit en Ukraine, il ne faut pas négliger les causes profondes. Alors, vous voyez, dans ce sac-là, les causes profondes, ça va servir de base, vous mettez ce que vous voulez. Donc Trump, lui, il interprète ça comme « Oh, il est d'accord avec mon plan ». Et puis, les causes profondes, on verra plus tard, on va parler des territoires, puis après, qu'est-ce qu'on va mettre sur les territoires, puis les garanties de l'OTAN, puis alors après, on va parler des causes profondes, au moment où... Voilà, de toute façon, Poutine ne va jamais accepter ce plan. Donc, bien sûr que lui, son but, c'est de faire plier l'Ukraine. Et aussi prendre sa revanche sur l'Europe, dont il est très irrité parce qu'on l'a maltraité, il se sent humilié, etc. Donc le plan ne va absolument pas marcher. Alors là, le plan, effectivement, on en parle beaucoup. André, vous êtes d'accord ?
Oui, bien sûr, mais je pense surtout que Poutine est pervers. C'est le plus pervers des deux, sans doute. Trump est animé par plein de sentiments mercantiles, bien sûr, et par un ego démesuré. Mais en ce qui concerne Poutine, on a affaire là à une psychologie un petit peu. Vous avez tout à fait raison. D'autant qu'il ne faut pas oublier qu'il a quand même fait empoisonner des tas de gens en Russie, mais en Grande-Bretagne aussi. On oublie toujours ces trucs-là. Il a fourni un système d'anti-aérien à des soi-disant séparatistes pro-russes du Donbass, qui en fait sont des Russes du GRU, c'est-à-dire le renseignement militaire russe. Ils ont quand même descendu un avion de ligne de la Malaysian Airlines avec 300 personnes à bord. Donc ça, pour vous, Marie, on a compris, le plus dangereux, c'est Vladimir Poutine. Ce qui n'empêche pas M. Vitkov de considérer que Poutine est un brave homme et quelqu'un de fréquentable. Moi, j'aimerais revenir quand même sur la stratégie, cette stratégie de sécurité, parce que je pense que là, il y a quelque chose de différent qui a été mis en œuvre. C'est la question idéologique. C'est une guerre idéologique contre l'Europe. On n'est plus tellement dans les questions de sécurité. Elles sont là, évidemment, et les questions commerciales aussi. Mais pour moi, le plus important, c'est cette guerre idéologique qu'il a décidé de mener en Europe. Ce qui est quand même assez troublant, puisque, au fond, en quoi ça le dérange ? Le fait que l'Europe soit sur des valeurs qui ne lui conviennent pas. C'est ça qui est extraordinaire. Et sans doute aussi parce que c'est les mêmes valeurs qu'il combat dans son propre pays, sur son propre territoire. Alors Frédéric Arnoux, moi j'aimerais bien savoir, enfin il y a un sondage qui est sorti, 79% d'électeurs pro-Trump, donc la base MAGA, sont pour plus d'implication des États-Unis sur la scène internationale, ça vient tout juste de sortir, le Washington Post l'a dit. Est-ce que les MAGA, ils veulent que Donald Trump soit présent, mais ce rapprochement avec Vladimir Poutine, où quand même la Russie, c'était quand même l'ennemi juré des Américains. Vous qui les avez rencontrés, qui est allé à la rencontre de ces Américains, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Mais en fait, dans les fameuses troupes MAGA, donc c'est vraiment ces loyalistes à Trump, il y a aussi la même fascination pour Poutine. Et pendant la campagne électorale de 2024, on avait Biden d'un côté, qui était remplacé évidemment par Harris, et on avait Trump. Et quand on posait la question à ces gens MAGA, mais dans le fond, au moins, avec Poutine, c'est un homme il est masculin, il a de la force, il sait où il s'en va. On préfère ça à ce qu'on a eu avec Biden, qui était un vieillard, et on veut surtout pas d'avoir une femme comme présidente des États-Unis. Donc ça revenait souvent, parce que justement, le message que semble projeter toujours Donald Trump, c'est ça, cette espèce d'image de force de quelqu'un qui va jusqu'au bout, qui a une idéologie, alors que, dans le fond, si on regarde ça, Trump est quelqu'un qui... Est-ce qu'il a vraiment une idéologie claire et précise ? Encore une fois, c'est plus le transactionnel qui précieux, je pense, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il propose. Mais il y a quand même, encore une fois, cette identification à quelque chose de russe. Encore une fois, c'est parce que tout ce qui est droite et extrême droite et nationaliste est beaucoup plus encline à aller vers des gens comme Poutine, parce qu'il y a un certain idéal là, d'espèce de conquête. C'est fascination. Cette fascination-là, elle existe aussi en Europe. Elle existe un petit peu partout, elle est dangereuse, c'est-à-dire cette idée qu'on a besoin de sécurité, d'ordre, et que seul un pouvoir fort et plus autoritaire peut remettre de l'ordre, peut lutter contre l'immigration, etc. Donc, c'est pas un hasard si Trump insiste sur ces points, parce qu'il sait que ce sont des domaines où on est en difficulté, et donc il appuie où ça fait mal. Et Marie Gégaud, les Russes, ce rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine, on l'a encore vu au sommet en Alaska, ils le voient comment, eux ? Écoutez, c'est tout. D'abord, on voit bien qu'une majorité de Russes, quand même, est derrière Poutine. Soit ils sont empapaoutés par la propagande, soit ils sont vraiment de son avis, parce que, quand même, il faut... C'est ça le problème, vous comprenez ? On comprend très bien les États-Unis, on les connaît, on arrive à lire un peu Trump. Mais Poutine, on ne sait pas le lire, on ne connaît pas. Y compris l'administration américaine, puisque Trump a mis à pied des tas de gens à l'intérieur des services de sécurité, au département d'État, qui étaient des fins connaisseurs de la Russie. Donc quand Witkoff il va à Moscou, mais il se fait rouler dans le sucre. Le pauvre homme, il ne sait pas où il est, visiblement. Poufou, il y a manipulation totale. Alors les menaces russes, on est en train de se demander effectivement dans cette émission qui est le plus dangereux. Pour l'Europe, cette menace, elle est très claire pour Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Il l'a redit hier, nous devons être très clairs sur la menace. Nous sommes la prochaine cible de la Russie et nous sommes déjà
en danger. On apprend aussi que l'Allemagne a convoqué l'ambassadeur russe après des attaques hybrides aujourd'hui. Évidemment, la Russie dément totalement. Cette guerre, elle existe déjà. Est-ce que c'est une guerre qui va rester hybride? Est-ce que vous croyez que la menace, elle va un jour arriver sur le terrain avec frontalement? On n'a pas de boule de cristal, mais c'est sûr que ces guerres hybrides continuent, ces ingérences électorales aussi, avec des élections ici à droite et à gauche, où là, on sait que le Kremlin est en arrière pour financer des opérations pour essayer de déstabiliser, qu'il y ait souvent des groupes qui soient plus nationalistes, plus à droite, qui ne veulent rien savoir de cette unité européenne. Donc ça, c'est sûr, ça continue. Et ça fait parfois beaucoup de dégâts, en fait, peut-être beaucoup plus sur le long terme que juste envoyer peut-être 2-3 petites bombettes à droite et à gauche ou 2-3 drones. Donc je pense, est-ce qu'on va arriver justement à quelque chose sur le terrain? Ça, on verra. Mais pour l'instant, disons que et l'OTAN et l'Union européenne sont un petit peu, ils sont pressés de faire quelque chose, de montrer un peu les dents et de dire il faut s'unir, il faut commencer à faire une sorte de course à l'armement pour résister en cas de. Mais est-ce qu'il y a cette unité-là? Est-ce que les gens sont prêts à embarquer là-dedans? Est-ce que l'argent est là aussi, alors qu'on a beaucoup de démocraties européennes qui sont un petit peu couteau sur la gorge au niveau des endettements aussi? Donc c'est pas évident non plus. Pas évident. Et en plus, l'Allemagne s'inquiétait des ingérences russes pour les prochaines élections régionales en 2026. Mais tout à l'heure, on évoquait Donald Trump qui lui aussi disait écoutez, moi je trouve qu'il faudrait soutenir certains partis de droite, voire d'extrême droite, donc ingérence aussi américaine. On va assister à ça? Non, mais vous avez vu que Berlin a protesté ces derniers jours. Ils ont dénoncé les ingérences sur les élections de l'année dernière ou du début de cette année. Ils ont aussi dénoncé en fait des attaques informatiques sur le système de contrôle aérien. Donc ces attaques sont absolument certifiées et on sait d'où elles viennent. Maintenant, sur une attaque plus traditionnelle, plus classique, c'est difficile de dire. Ce qu'on peut imaginer, c'est ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de compter sur des groupes de russophones dans certains pays, dans certaines régions, dans certains territoires, par exemple dans les pays baltes, et d'essayer de déstabiliser un pays. La question de la déstabilisation dans l'ensemble des pays européens aussi, je pense que c'est un des objectifs qui fait que de ce point de vue-là, Poutine est dangereux. Est-ce qu'il est plus dangereux que Donald Trump? Moi, j'aurais tendance à considérer que oui, parce que Vladimir Poutine est dictateur à vie et Donald Trump est président élu. Et en principe, pas réélu. Oui, normalement. À suivre. Alors, effectivement, pour l'Europe, vous êtes d'accord. Après, juste une petite question sur le Canada. Alors, le 30 septembre 2025, on va remonter un peu. Donald Trump avait dit pourquoi ne pas simplement rejoindre notre pays, devenir le 51e État? Vous l'obtiendrez gratuitement. Il est revenu sur ses affirmations en disant mais oui. Alors là, pour les Canadiens, c'est Donald Trump le plus dangereux. Oui, mais c'est clair. Mais en même temps, c'est toujours la même tactique de Donald Trump, c'est toujours essayer de mettre à genoux l'autre. Il fait la même chose avec le Canada en disant puisque vous ne voulez pas, on va continuer d'imposer des droits de douane prohibitifs, vous allez en baver, etc. Il fait la même chose avec l'Union européenne. Avec la Suisse aussi, ça va être notre système. Sinon, si vous faites autre chose, là, on se désengage. Donc c'est toujours un peu la même chose. Toujours un peu le même scénario. C'est pas grâce au chocolat, c'est grâce au lingot d'or et grâce à une montre de luxe. Je ne citerai pas la marque pour pas faire de publicité. Mais je trouve que c'est extraordinaire, je veux dire, par rapport à l'image qu'on peut se faire de la Suisse, effectivement, débarquer dans le bureau ovale avec un lingot d'or, je crois qu'il n'y a rien de plus caricatural et en même temps de plus révélateur de la manière dont on considère Donald Trump. Mais lui, il est heureux. Donald Trump est heureux quand on lui offre un lingot d'or. Qui ne le serait pas. Mais donc maintenant, on va revenir sur une région du monde, les Caraïbes, l'Amérique latine, où là, effectivement, là, c'est peut-être un autre scénario qui se dessine. Vous avez vu Maria Corina Machado, qui a eu opposante vénézuélienne, qui a eu ce prix Nobel. Eh bien, elle a remercié les Américains de l'avoir aidée. Écoutez-le. Le régime aurait certainement tout fait pour m'empêcher de venir. Il ne savait pas où je me trouvais, caché au Venezuela. Il leur était donc difficile de m'en empêcher. C'était très compliqué. Néanmoins, et oui, nous avons reçu le soutien du gouvernement américain. Donc là, c'est plus compliqué parce que Nicolás Maduro, le président vénézuélien, lui, il a eu le soutien de Vladimir Poutine. Donc il y a un moment, ces deux grands qui voient un peu le monde à se partager, ils vont bien... C'est un soutien tout relatif. Poutine lui a passé un coup de fil, c'est la moindre des choses qu'il pouvait faire parce qu'il y avait des engagements commerciaux
au Venezuela de la part de la Russie. La Russie c'est toujours affirmé comme le grand allié, mais Poutine ne peut en réalité rien faire. Donc, à part ce coup de fil, il pourrait laisser faire. Il va être obligé de laisser faire. Mais en tout cas, dans cette partie du monde, on a vu Donald Trump qui a arraisonné un pétrolier. Il fait ce qu'il veut, là, pour le coup. Là, il est le plus dangereux. Oui, il est dangereux. En même temps, il est beau joueur, parce que finalement, il ne tient pas... il n'a pas eu le fameux prix Nobel de la paix. C'est elle qui l'a eu, donc au moins il est beau. Elle lui a dédié en même temps. Oui, mais quand même. Bon, mais c'est vrai que dans cette région-là, en fait, Donald Trump fait effectivement un peu ce qu'il veut. C'est aussi quand il commence à canarder ceux qu'il décrit comme les narcotrafiquants. Là, il y a plus du tout d'état de droit ou de respect du droit international, en fait. Et après, bon, il se fait mettre ça devant lui en disant mais vous n'auriez pas dû. Il dit oh, de toute façon, je fais ce que je veux, c'est que je veux. Donc c'est très bizarre. Il gère un peu comme l'intimidateur en chef là, dans la classe. Il fait ce qu'il veut, il fait des coups d'éclat. Donc là, ils se rejoignent, Vladimir Poutine et Donald Trump. Oui, mais encore une fois, c'est ça. C'est quasiment l'enfant. On n'a pas encore vu Donald Trump sur un cheval torse nu comme Vladimir Poutine. Mais il a dit que pourquoi pas une intervention terrestre au Venezuela. Donc on sent qu'il peut... oui, il a envie en fait d'imiter Poutine comme Poutine avec l'Ukraine. Il est bien possible qu'il nous fasse quelque chose au Venezuela, en effet. Mais est-ce qu'après, il y a d'autres comme Xi Jinping ou d'autres leaders qui peuvent sonner la fin de la récréation ou s'imposer ou est-ce que quel est votre avis? Si on s'en tient à la stratégie telle qu'elle a été exposée, il s'agit plutôt de faire ami-ami avec la Chine. C'est-à-dire, Trump considère qu'il est dans une compétition commerciale avec la Chine, pas dans une compétition militaire, alors qu'elle existe. Mais en tout cas, c'est pas développé de cette manière-là dans cette stratégie. Moi, je voulais relever aussi une autre chose, c'est que l'Afrique, elle disparaît absolument. Elle n'est pas du tout mentionnée dans ce... quand même, Donald Trump est assez présent en Afrique pour ce deuxième mandat, mais toujours avec ses accords de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Dans la stratégie nationale de sécurité, oui, tout à fait, vous avez raison. L'Afrique disparaît absolument. Non, si vous voulez parler de la paix en Afrique, en RDC, il n'y a pas de paix. Non, mais c'est un intérêt. Vous avez vu qu'entre la Thaïlande et le Cambodge, les combats ont repris. Donc, pour le Nobel de la paix, Trump va devoir patienter encore un petit peu jusqu'à l'année prochaine. Peut-être qu'ils l'auront ensemble d'ailleurs avec Poutine. Et pourquoi pas? Écoutez, on peut, tout est possible. Tout est possible. Donc pour vous, ils sont tous les deux aussi dangereux, en tout cas un plus dangereux, Poutine en Europe. Moi, je pense que, mais bon, c'est très subjectif. La question est très rhétorique, mais si vous voulez absolument une réponse, moi, je dirais qu'effectivement, en ce qui nous concerne, Poutine est beaucoup plus dangereux parce qu'il a des velléités, surtout pour une partie de l'Europe, pour la partie qui était sous protectorat, qui faisait partie de l'URSS. Je veux dire, si vous êtes polonais, si vous habitez dans les pays baltes ou éventuellement même en Roumanie, vous n'avez pas le même discours qu'à Paris. Hein. Donc, et ce danger-là, vous le ressentez de manière presque physique. Oui, d'autant que la grande victoire là, de Poutine, c'est d'avoir réussi à découpler les États-Unis de l'Europe dans cette affaire de paix ukrainienne. Voilà, ce sera le mot de la fin. Ce sera pour vous, Marie Fégaud. Merci à vous trois d'avoir participé à Allons-y Franco. Et c'est la fin de 64 minutes. On se retrouve demain avec plaisir.